Et on continue cette longue litanie de vidéos de l'analyse individuelle des coachs avec la troisième partie, la dernière normalement. On passe aux humains, les humains, donc trois à représenter. Le premier c'est Alaric naturellement. Alaric qui a une magnifique équipe, qui est déjà lui en barrage, voire dans le top 8 du championnat. Bravo au petit rookie Alaric qui a magnifiquement manœuvré son équipe sur la saison. Joli petit effectif. Voyez-vous ça? Les blitzers surtout, hein, c'est là-dessus qu'il compte. Magnifiquement compé. Des receveurs bien compés aussi. Le lanceur délestage, ça, faudra m'expliquer. Ça, c'est moyen pour moi, à mon sens. Mais pourquoi pas? Sur un malentendu, ça peut passer. Après, normalement, une fois sur deux, voire deux fois sur trois, ça passe pas, hein, le délestage. Si l'adversaire colle bien les receveurs qui sont juste à côté, de toute manière, t'as beau lancer la balle avec le lanceur, le receveur la chope pas. Donc, bon, je suis un peu circonspect, sinon circoncis sur le délestage, sur le lanceur, mais sinon l'équipe est superbement compée, avec notamment un ogre star ici, blocage, garde, projection, magnifique joueur aussi. Donc non, ça peut aller loin, c'est déjà en barrage et ça peut aller même assez loin en playoff en vrai. 29 points déjà, après 14 journées jouées, il a une victoire du top 8. Il a une victoire du top 8, sachant qu'il était à 19 points à l'issue de la 10e journée. Il avait merveilleusement progressé. Vous voyez le début de saison très dur, il était dans le dur, il avait fait 3 défaites de mémoire, hein, sur les trois premiers matchs. Et puis après, il a compris comment jouer. Et dès la 5e journée, il était déjà dans le top, dans les barrages, dans le top 24. Il finit à la 9e place la 10e journée. Donc comme je disais, il était à 19 points. Moi, je lui donnais un petit peu moins, je lui donnais 17. Donc il a même surperformé par rapport à ce que lui prévoyaient les bookmakers. Il était 20e à l'issue de la 5e journée, donc il gagne quand même 11 places, magnifique progression. Et puis après, il comptabilise sur sa bonne forme pour tenir la barre dans le Money Time. Il a fait 3 victoires, un nul, une défaite sur le deuxième tiers. La défaite, naturellement, dans l'adversité contre Onefoni Valentine, moi, ça s'est pas joué à grand-chose, donc bravo à lui. Il fait le nul contre son pote la Blatte ici, un partout. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Ça s'est neutralisé. Et puis après, magnifique troisième tiers. 2, 3 victoires, un nul contre Olivier Dulac. Beau match ici aussi, mais il maîtrise contre des vétérans comme Pedro Larragne ou comme Malfios. Il lui reste un match facile contre Pixman, parce que Pixman n'a plus rien à jouer. Allez, on va dire il est dans le top 8. Le top 8 est atteignable. Avec 33 points, il serait dans le top 8. Moi, je lui pronostiquais 27 points, donc il fait déjà mieux que ce que je lui aurais pronostiqué. Allez, les 33 points sont faisables. Et puis surtout, vous voyez, depuis 5 matchs, il est invaincu. Il est invaincu depuis la J10. En J9, il a perdu, mais depuis la J10, il est invaincu. Voilà encore un joueur qui assure dans le Money Time. Il sera très probablement dans le top 8. Va falloir compter sur lui parce que l'effectif est beau. Et puis surtout, c'est le seul joueur qui surnage avec les humains. C'est le coach qui sauve la saison des humains, parce qu'on va le voir tout de suite. Les deux autres, c'est la dèche totale. Alors le premier, c'est Johnny Velociraptor Ivanovic. Vous voyez, c'est entre lui et Elaric, c'est deux parcours, deux destinées totalement différentes, deux rookies. Et PJ aussi est un rookie, mais vous verrez, PJ c'est pareil. Si vous comparez l'effectif de Johnny par rapport à l'effectif de Elaric, mais on pleure pour Johnny, tellement l'écart est grand entre les deux effectifs. Il n'y a rien pour sauver la saison de Johnny, et d'ailleurs, elle ne peut pas être sauvée. Elle ne peut pas être sauvée parce qu'il est 60e, il était 58e à la J5, et depuis la J6, il est 60e. Il y a eu un petit écart où il était à 59e place, mais depuis, c'est lui qui est le dernier wagon de la Lutèce, c'est lui, et ça va de mal en pire en vrai. Il perd donc 2 places. Il finit à 1 point au tableau. Il est toujours à 1 point après 13 journées. Il fait un nul et que des défaites. Aucune victoire, évidemment. Il a 1 point. C'est très dur. Le problème, c'est que à chaque fois, il démérite pas. Il tente. Hein, vous voyez, il fait un beau match nul contre Delphonics à la 7e journée. Mais à chaque fois, il tente. C'est pas des grosses victoires. C'est pas des grosses fessées qu'il se prend. C'est maximum 2 buts d'écart, voire un but d'écart. Pas plus. Un touchdown, pardonnez-moi. Un touchdown d'écart.
comme Manu ici ou Buckler Yauch ici, à chaque fois ça se joue à pas grand chose, mais bon, l'effectif est pas suffisamment complet, il n'y a pas suffisamment d'adversité pour les adversaires pour que ça se passe bien. Et la fin de saison est catastrophique. Zaiko, il va en faire qu'une bouchée, et même Yuxgul qui voudra bien finir avant la chocolate, pareil, un or et 6 châtaignes avec le Khemri, l'équipe elle va exploser en vol. Johnny, c'est le deuxième pire marqueur du championnat avec 5 touchdowns de marqués. Vous voyez, il est à 6 au bout de 13 matchs. Donc, c'est vraiment, ça va finir pire marqueur. Il est la troisième pire défense à l'issue de la 10e journée avec 19 touchdowns encaissés. Il en est déjà à 25. Hein. Alors, c'est pas le pire, mais il est pas loin des pires des pires. C'est aussi le deuxième le moins riche avec 48 000 pièces d'or d'engranger par match, en moyenne par match. C'est presque le pire, le joueur le moins riche. Et il est la quatrième proie la plus facile. Il s'est fait dégommer l'équipe. Quatrième proie la plus facile avec 520 000 pièces d'or de joueurs de perdus à égalité avec donc Olivier Dulac. Ils ont perdu autant de joueurs, en tout cas en nombre de pièces d'or. Ils ont perdu des gros joueurs. Là, il y a un ogre et un receveur notamment qui étaient campés, qui sont malheureusement partis à la morgue, tout simplement. Donc, il n'y a rien à sauver dans l'effectif de Johnny et dans la saison de Johnny, malheureusement. On espère pour lui que il a acquis de l'expérience sur cette première saison de la Lutèce et que l'année prochaine, il jouera un roster qui s'en sort un petit peu mieux, qui est quand même un peu plus safe à la Lutèce, comme Orc par exemple, ou Mort-Vivant, parce que les humains, on sait que ça peut être bien, comme avec Alaric, mais quand ça va pas du tout. Et c'est ce qui nous prouve cette année. Surtout les rookies, c'est dur les humains pour les rookies. Et on le voit également avec PJ. Alors PJ, c'est aussi dur pour PJ que pour Johnny Velociraptor Ivanovic. L'équipe, elle est un peu mieux évoluée quand même. Elle est un peu plus complet que celle de Johnny. On voit qu'il est entre deux, entre celle d'Alaric et celle de Johnny. Le juste milieu, c'est l'équipe de PJ. Mais c'est pareil, il n'y a pas énormément. Il y a des jolis gardes sur les blitzers. Il y a un beau blitzer Tac Châtaigne, esquive en force. On voit que c'est la star de l'équipe. Mais derrière, l'ogre, ok, il la garde, mais c'est tout, quoi. Et puis les receveurs sont pas suffisamment compés. Et puis voilà, il y a pas grand chose dans l'équipe. En vrai. Elle est bien, mais c'est pas non plus. On crie pas au génie non plus. Surtout, c'est pareil, c'est l'autre équipe humaine qui a 0 victoire, 3 nuls, lui à 3 points. Moi, je lui pronostiquais 4 points à l'issue de la 10e journée. Il fait 2 points. Là, il gagne encore à l'issue de la 10e journée, il fait 2 points. Il gagne encore 1 point dans le 3e tiers. On regarde ça, il gagne un point ici dans le match nul contre Garden. Bravo d'avoir accroché match nul contre Garden en 12e journée. Derrière, il se fait manger par Matt Burger, alors que Matt Burger, on sait que c'est un coach qui a du mal. Là, lui, il est sur une pente vraiment ascendante, alors que PJ, il est au fond du trou. On le voit d'ailleurs dans le graphe, 59e. Donc voilà, il tient la dragée haute à Johnny Velociraptor. Les deux humains à l'avant-dernière et à la dernière place. 59e, il était 55e, donc il perd encore 4 places par rapport à la 5e journée. Bon, n'en jetez plus, la coupe est pleine, comme on dit. Franchement, il est à 3 points. S'il fait encore un match nul, soit contre Kosciusz, soit contre Martin Ulrich, c'est le max. Honnêtement, je le vois pas faire ce match nul. Allez, c'est un encouragement. Je lui donne 1 point en plus, 4 points. Par contre, voilà, ça va être encore un humain qui va finir à 0 victoire. Malheureusement, l'année dernière, il n'y en a pas eu. Rappelez-vous, même Yeti avait gagné son match en dernière journée du championnat. Cette année, il va y avoir au moins 2 coachs, mais je pense plus, qui n'auront aucune victoire à leur palmarès sur la saison. Au niveau des statistiques, rien ne va plus. C'est le pire public, avec 2800 supporters par match en moyenne. C'est la cata totale. Il fait presque 3 fois moins de supporters qu'un Sobek, en moyenne, par exemple. Et il est également le moins riche, comme Johnny, le moins riche du championnat, avec 48 000 pièces d'or en moyenne par match d'engranger. Donc, pas grand-chose. Alors, heureusement, il n'a pas perdu énormément de joueurs par rapport à Johnny. Donc, il a un beau pactole encore qu'il a pu préserver. Il a une équipe qui lui permet d'espérer de faire quelque chose en chocolat. Elle n'ira pas loin, évidemment. Mais aller passer un tour, voire 2 tours, c'est faisable.
s'il y arrive, parce qu'encore une fois, il faudrait qu'il commence à gagner des matchs. Il n'a toujours pas gagné le moindre match en Ligue. Et encore une fois, je regarde la fin de saison. Martin-Ulrich et Kosciusz, les deux coachs, trois coachs, parce qu'il y a une doublette, qui se battent encore qui espèrent. Alors pour Kosciusz, c'est plus certain, qui espèrent les barrages. Ouais, je pense qu'il va y laisser les plumes, PJ, malheureusement. On passe au Renégat. Et avant de la franche rigolade, on va commencer par le meilleur d'entre nous. Le fils caché de Lorenzo Lamas, The Renegade, c'est lui, c'est Ashram. Naturellement, saison pleine, saison incroyable, énorme de la part de Ashram. En Renégat, si vous lancez bien votre saison, après vous pouvez capitaliser dessus. C'est exactement ce qui s'est passé pour Ashram. Ça s'est moins bien passé pour les autres coachs. Très belle équipe. Alors attention, il y a effectivement l'elfe noir, Renégat Star, quadruple compé, magnifique. Mais derrière, les big guys ne sont pas super évolués. Bon, ok, il y a un ogre blocage, mais le troll n'a rien et le raogre n'a que Juggernaut. Et derrière, vous voyez, il n'y a pas véritablement de compétences qui vont sur les trois quarts. Et pour autant, on se dit, bon, ça va, c'est un effectif qui ne fait pas trop peur non plus. Et il a 32 points quand même. C'est là on voit l'expert. On voit le gars qui a perdu qu'un seul match depuis le début de la saison en Renégat. Honnêtement, chapeau bas à Ashram. Magnifique performance. Il était à 25 points à l'issue de la 10e journée. Je lui donnais 24 points, donc j'étais dans le bon. Il finit 3e, il finit à la 3e place en Renégat. C'est là où on voit le joueur de qualité supérieure. Il était 7e, il gagne même 4 places par rapport à la J5. Comme je disais, en Renégat, il faut bien commencer. Lui, il avait bien commencé, il a eu une petite défaite, et puis après, voilà, il a perfait merveilleusement bien. Et pour autant, il ne fait pas énormément de sorties. Il est à 20 sorties seulement. En Renégat, c'est pas beaucoup. Par contre, 24 touchdowns de marqués. 24 touchdowns de marqués, c'est énorme pour Ashram. Et surtout, il est la meilleure défense du championnat. Il était à 4 touchdowns d'encaissés seulement à l'issue de la 18e journée. Il est à 6 touchdowns maintenant. 6 touchdowns en Renégat, mais vous allez voir les autres Renégats, c'est le jour et la nuit. Il a fait 2 sorties publiques. Bon, ça c'est anecdotique. Mais il est aussi le troisième le plus riche du championnat. Le Renégat, ils aiment bien jouer avec le fan factor. Il est à 79 000 pièces d'or en moyenne par match. Forcément, avec autant de touchdowns, ça lui permet de gagner plein de sous. Il est à 24 touchdowns déjà de marquer en 13 journées. Puis surtout, il assure son 3e tiers. Sur le 2e tiers, il était à 4 victoires et 1 match nul. Aucune défaite, il était invaincu. Donc maîtrise totale avec des 4-0. Il met un 4-0 à Mamet, il met un 4-1 à Crouch. Il maîtrise ses adversaires, il les maltraite même. Et puis derrière, J11, c'est un match nul contre Akhtar, contre qui c'est jamais facile à jouer. Et ensuite, il défouraille le reste. Imuserg, l'équipe de SSB, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter. Alchemy et Ankh-Morpork, à mon sens, il va ne faire qu'une bouchée. Le véritable match, le match de gala, c'est contre les Artis en J15. Mais là, il peut se permettre même de perdre. Enfin, les deux coachs peuvent se permettre de perdre, donc ça va être un peu du grand n'importe quoi. Ils vont surtout penser à protéger leurs joueurs. Hein, parce que l'Artis, ça va être compliqué pour lui d'atteindre quand même le... Il peut le faire, mais d'atteindre le top 8, ça va être difficile, comme j'ai dit tout à l'heure. Ashram, lui, il est déjà dans le top 8. Donc tout ce qu'il veut, c'est préserver sa 3e place. C'est même sa deuxième place, parce qu'il est 2e aujourd'hui, il est 2e. Et je pense qu'il va le rester. Donc, magnifique équipe pour Ashram. Après, Pacte, ça va jamais loin en playoff. Hein. Ça va jamais loin. Bon, c'est un superbe joueur. Je pense pas qu'il ira en finale. Ça, c'est presque impossible. Mais bon, allez, passer 1, voire 2 tours, c'est grand max. Allez. Bon, je m'arrête là, c'est bon. J'ai tout dit là. Buckler et Yaouch. Non, mais sincèrement, Buckler et Yaouch. Les 20 000 skulls sous la mer. Saison, mais cataclysmique, catastrophique. Surtout le début de saison, catastrophique. 5 défaites. 5 défaites, 0 touchdown de marqué. 5 Q qui se sont pris. Et après, le Q suivant, il fallait attendre la 14e journée. Parce qu'en vrai, sur le 2e tiers, ils se sont superbement bien redressés. Vous voyez, ils sont à 12 points. Ils sont quand même à 3 victoires, hein, malgré tout. Hein. Mais déjà 8 défaites. 8 défaites, forcément, en 14 journées, parce que ça y est, la 14e journée, ils l'ont joué contre... Ça y est qui? Contre le The Renegade, l'autre Renégat, l'autre vrai Renégat.
Ils sont à 12 points, bon voilà, saison gâchée. En vrai, saison gâchée par beaucoup de malchance en réalité. Pas mal de malchance. Ils étaient à 8 points quand même à l'issue de la 10e journée. Hein. Vous voyez bien qu'ils ont, dans le graphe, ils ont bien progressé, ils se sont bien rattrapés. Ils finissent à la 50e place alors qu'ils étaient 59e à l'issue de la 5e journée. Donc ils gagnent 9 places quand même au classement. Belle progression. Moi, je leur donnais 5 points seulement à l'issue de la 10e journée. Ils en ont fait 8. Donc ils m'ont surpris. Honnêtement, ils m'ont surpris. Ils font 2 victoires, 2 nuls et une seule petite défaite. Et en plus, pas contre n'importe qui, puisqu'elle arrive ici en J9 contre Sebotuno. Sebotono, c'est pas donné à tout le monde de gagner ou de réussir même un match nul contre lui. N'est pas poire abricot qui veut. Hein. Donc ils m'ont agréablement surpris et après ils capitalisent avec une belle victoire contre Johnny. Le problème c'est qu'ils s'effondrent derrière. Bud Milka quand même ils arrivent à choper le nul, mais ils perdent contre Mamet. Ils ont essayé la fameuse tactique du Dakar, mais ils l'ont fait en 2.0. Alors pour la petite anecdote, pour ceux qui ne suivent pas, il a joué à 2, chacun joue une mi-temps. Il y a un partout à la mi-temps, mais Buckler était persuadé, je ne sais pas pourquoi, qu'il y avait 1-0 pour eux. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Donc du coup, il attaque, mais il défend. Il y va pas. Et donc Mamet, je ne sais plus exactement, mais Mamet en fait met le deuxième touchdown. Oh non, c'est Mamet qui a attaqué. Mamet met le deuxième touchdown, il dit bon, il y a 2-1. Ah ouais, il y a 2-1. Buckler, il ne savait pas. Il croyait qu'il y avait un partout. Catastrophique. Les mecs, ils ne se sont même pas concertés entre eux. Après, ils jouent le jeu. Ils jouent la doublette, ils ne se parlent pas. C'est très bien. C'est respectable de leur part. Et à leur honneur, ils se parlent pas. Là. Il y a des petites doublettes qui n'auraient pas hésité à se dire tiens, en fait, rappelle-toi du score. Là, rien du tout. L'un n'a pas dit le score à l'autre, et donc du coup, Mamet en a profité. Il leur a collé un deuxième touchdown, alors que Buckler était persuadé qu'il y avait un partout. Ah là 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 là, vraiment des Top Gun, hein, vraiment des Mavericks en puissance. Et puis après, ils s'effondrent contre un renégat qui leur a montré que le minot c'est supérieur au ogre. Et ouais. Ils peuvent bien sortir Lord Borak. Moi ça m'est égal. Lord Borak qui s'est pris un coup de canne du minot et par ici la sortie. Et le Raok pareil, c'était par là-bas. Merci, au revoir. Non, c'était un superbe match. On a bien rigolé. Mais bon, de toute manière, les 40 étaient cuites pour eux. Tout ce qu'il faut, c'est qu'ils assurent la fin du championnat. Il leur reste un match à jouer contre Monsieur Odin, donc le remplaçant de Morrigan. Ils peuvent s'amuser ici. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient une belle équipe pour la Chocolate. Et l'équipe commence à être pas mal. Hein. Je l'ai joué. Honnêtement, il y a de la comp. Les big guys commencent à avoir des belles compétences. Juggernaut sur le Raok, ça marche bien. Le garde blocage sur le troll, parfait. Et derrière, les 3/4 sont bien compés. Non, ça peut faire quelque chose. Alors, ça ira pas jusqu'au final de la Chocolate, mais ça peut faire quelque chose de sympa quand même. Ils étaient quand même, jusqu'à la J10, les pires marqueurs du championnat. 5 touchdowns seulement de marqués. Ils se rattrapent un petit peu, ils sont à 8. C'est plus les plus mauvais, mais ils sont dans les plus mauvais. C'est presque un touchdown tous les 2 matchs. C'est catastrophique. Après, ils sont les deuxièmes plus résistants au championnat. 11 sorties seulement de subis jusqu'à la J10, ils sont à 15, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Ça montre ils montrent que les Renegats, c'est une équipe solide. Et sur le tiers 2, sur le deuxième tiers du championnat, ils sont les plus résistants. Ils avaient subi que 4 sorties sur le deuxième tiers du championnat. Donc, encore une fois, belle progression sur le deuxième tiers. Ça s'effondre un peu sur le troisième tiers, mais rien de dramatique. De toute manière, les playoffs étaient inatteignables pour eux après ce début du championnat, mais cataclysmique. Cataclysmique, ils n'avaient pas dépassé la 56e place. Ils se redressent pas mal. Bon, ça va finir entre la 45e et la 50e place. C'est totalement anecdotique. C'est une saison qui se finit en eau de boudin et il reste la Chocolate pour rêver, pour voir plus grand et puis surtout anticiper sur la saison à venir. Et je sens que ça va jouer sale l'année prochaine. Attention, parce que je pense que des équipes qui sont tellement hasardeuses à jouer que les Renegades du chaos, je pense que les deux, ils en ont marre. Ça va jouer sérieux. Ça va jouer sérieux l'année prochaine, donc attention quand même à eux, parce que ça reste des gros joueurs, mine de rien. Allez, on finit rapidement avec les Renegades avec les Sunnyvale Sam Squanches. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder la meilleure série au monde qui a jamais existé, les Trailer Park Boys. Ça vient de là, tout simplement.
Et ben moi j'ai une belle équipe. Moi j'ai une belle équipe et j'en suis très content. J'en suis très content, même si pour moi les playoffs c'est quasiment injouable. Je suis très content de mes big guys, je suis très content de mes positionnels, de mes trois quarts. Il me reste un match, une finale à jouer contre Magus. On verra ce qui se passe. Je suis à 20 points. La qualif normalement c'est à 24. Donc de toute manière pour moi, à mon avis c'est mort. Après, si les autres coachs se foirent, à 23, si je gagne mon dernier match, sur un malentendu ça peut passer. J'y compte pas trop. Mais bon, on sait jamais. Je fais un deuxième tiers de la saison assez moyen en vrai, assez moyen. C'est pas catastrophique, mais je m'attendais à mieux. Je finis à 13 points, j'attendais 14 points, donc je suis un petit peu déçu. Je fais 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Il y a des défaites qui font mal. Celle-là, elle m'a fait vraiment mal. C'était la défaite contre Immuserg en J6. Ça s'est très bien goupillé pour lui. Je ne rentre pas dans les détails, mais il a eu énormément de chance avec un kick-off qui, la balle sort du terrain. Il y a un temps mort sur son 16e tour. Enfin, normalement, c'est match nul. Mais les planètes se sont alignées de telle manière à ce que Immuserg puisse gagner ce match, mais normalement jamais il doit le gagner. Et ce qui me fait très mal aussi, c'est la défaite ici en 12e journée où mes espoirs pour les playoffs s'effondrent avec Bozo qui me fait un one-turn. Enfin, c'était horrible, j'ai détesté, je l'ai détesté sur le coup. Mais bon, voilà, c'est une saison très moyenne pour moi. J'ai une belle équipe. Après, dans les stats, voilà, je suis deuxième meilleur résistant sur le deuxième tiers de la saison avec 5 sorties seulement de subies. Je suis à 19 touchdowns de marqués aujourd'hui, 16 d'encaissés. C'est pas jouasse, mais c'est pas catastrophique non plus. Je suis en positif en termes de sorties. En termes de touchdown, je suis très bien en termes de sorties. 30 sorties, donc vous voyez, par rapport à un Buckler Yaouch, je suis pas mal. Et surtout, 9 sorties subies. Je vais être dans les meilleurs, dans les plus résistants du championnat. Ça se trouve, je vais être le plus résistant du championnat. Seulement 9 sorties de subies pour moi, donc je suis plutôt pas mal. Allez, je joue une finale contre Magus. Nain du chaos quand même, donc ça risque de finir sur un match nul. Même si j'ai déjà rencontré pas mal de nains du chaos. Ici, Kral JC, je fais match nul, mais normalement ça doit être une victoire pour moi. Je gagne contre le PEG, mais là pareil, je chatte, c'est un one-turn du gobelin. Donc, allez, pour un nain du chaos, une victoire, un nul. Normalement c'est une défaite qui suit contre Magus. J'espère pas énormément, j'espère pas beaucoup. De toute manière, même si je vais en chocolate, j'ai une belle équipe pour aller assez loin en chocolate. Après, ça reste des renégats du chaos, donc je vise pas la finale. Je vise pas le même exploit que l'année dernière et qu'il y a 2 ans. Ce serait beau quand même. 3 finales d'affilée, ce serait beau quand même en chocolate. On verra. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait 3 finales d'affilée en chocolate. Allez, on va compter là-dessus. Mais ça va être compliqué. Allez, je suis à 20 points. Si je fais 21 points, si je fais match nul contre Magus, je serai déjà content. Ce que je veux surtout, c'est que mes big guys évoluent. Ils sont déjà bien évolués. Il me reste l'ogre. Il est pas loin. Et même le troll, il est pas loin pour prendre sa 3e comp. J'ai des joueurs superbes. Donc, ça peut le faire. Alors, ça gagnera pas la chocolate, mais ça peut aller loin. Allez, on compte là-dessus. Allez, on passe maintenant aux équipes bien moins représentées que les autres, ceux qui sont doublement représentés. D'abord les OELF. Les OELF, rien ne va plus. Martoni et Luix, ils s'effondrent totalement, on va voir ça. L'équipe, vous voyez, elle est nombreuse, mais elle n'est pas suffisamment évoluée pour faire quelque chose en fin de saison. Alors, c'est pas mal, c'est pas un effectif non plus catastrophique, mais allez, il manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose, et on le voit, ils sont en 13 journées, ils sont à 16 points. Autant vous dire tout de suite, les playoffs, ça y est, ils ont dit ciao aux playoffs. Pourtant, en début de championnat, ils étaient super bien placés. Regardez le graphe. Jusqu'à la 10e journée, ils sont en playoff. Ils sont 23e à la 10e journée. Ils étaient 15e à la J5. Ils perdent quand même 8 places, mais on va dire qu'ils maîtrisent. Et puis derrière, patata, ça s'effondre, c'est la cata. Ils sortent des playoffs, mais ils sortent bien. Ils sortent bien des barrages. Ils sortent totalement. Et là, ça y est, c'est l'adieu aux playoffs, je pense, malheureusement. Alors, ok, ils sont meilleurs passeurs avec 21 passes de réaliser jusqu'à la J10. Mais bon, c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Ils font 16 points. Moi, j'attendais mieux. J'attendais 19 points de leur part. Ils font un deuxième tiers très moyen avec une victoire, 3 nuls, une défaite. On va dire qu'ils contrôlent. Ils se sont dit, allez, on contrôle sur le deuxième tiers. On essaie de faire progresser nos joueurs. Et on capitalise sur le 3e tiers. Bah, ça a raté. 3e tiers, mais cataclysmique. 1, 2, 3 défaites de rang. 3 défaites de rang, c'est fini. Merci, au revoir. La 3e, elle fait très mal contre Galadjin. 3-1 ici, catastrophique. Après, l'adversité était là. Zaiko,
Nicap le propre, Galadjin, on a vu plus facile quand même. On a vu plus facile. Ok, ils peuvent se rattraper contre PJ et contre Manu, mais même s'ils font 6 points, là, ça fait 22 points. 22 points, c'est insuffisant pour être en playoff. Honnêtement, ce sera totalement insuffisant. On a vu qu'il y a plein de coachs qui sont déjà à 20, 21, 22 points. Ce sera de toute manière insuffisant pour eux. Donc ça sent la chocolate. Après, en chocolate, ouais, l'équipe, ça va. L'équipe est complète. Il manque un petit quelque chose. Ce blitzer-là, avec 2 compes, il sera mieux. Tacle, une esquive ici. Voilà. Ça manque pas grand-chose, mais ça manque un petit peu pour que ça aille loin. Ça ne gagnera pas la chocolate, mais ça peut faire des jolis exploits. Mais de toute façon, pour Martoni et Luix, être en chocolate, c'est une saison ratée. Soyons honnêtes, avec l'expérience qu'ils ont, avec leur Vista, leur Grinta, Martoni, c'est quand même un des rares qui a gagné la Lutez Cup. Donc, c'est un champion, c'est une équipe de champions là qui joue. Donc, ouais, c'est une saison ratée pour eux. Puis l'autre elfe, c'est la cata. Nico il tente les équipes légères, ça va pas du tout. Alors, il a une belle équipe, on va dire que ça progresse bien, ça évolue bien, mais pareil, vous voyez les blitzers, à ce moment de la saison, normalement, ils ont deux compes chacun. Là, ça évolue pas assez. Hein. Un lanceur pas du tout expérimenté, l'autre lanceur, Kellam, il est là, bien compé mais blessé. Voilà, ça joue la passe. Ok, ça joue la passe, mais c'est pas suffisant la passe. Hein. Faut progresser là-dessus. Faut progresser dans l'attaque, Nico. C'est bien de jouer la passe, c'est bien de faire des passes, mais encore faut-il que la passe se transforme en touchdown. Et là, 14 points, c'est le drame. 14 points en 13 journées, c'est out, quoi. On est out, on est au-delà des stats. Normalement, les OELF, c'est un bon roster, c'est un roster qui joue bien sur la fin de saison. Et en vrai, sur la fin de saison, il se redresse, mais c'est le deuxième tiers qui est catastrophique. Il fait 1 victoire et 4 défaites. 1 victoire et 4 défaites sur le deuxième tiers. Il finit à 8 points. Moi, je lui donnais 7 points, donc on était à peu près bon. Il finit, regardez bien le graphe, il finit à une 52e place, au fond du trou, au fond du classement. Il était même jusqu'à 19e. Bon, c'était en J2. Et puis après, ça s'est effondré. Il n'est plus jamais sorti la tête de l'eau. Il était 42e. Et 42e déjà à l'issue de la 5e journée. Et puis après, ça a descendu. Il perd carrément. Il était 42e. Il est 52e. Il perd carrément 10 places entre la J5 et la J10. Comme je disais, il se rattrape un peu. Il se rattrape en branche comme il peut sur la fin de saison. Parce que l'équipe commence à évoluer. Vous voyez, rappelez-vous, j'en ai parlé. Le match qu'il gagne ici contre Nico, très joli match. Mais derrière, et ici aussi contre Maibrandt, 2-3 aussi. Mais il perd contre Pixman. Pixman qui est au fond du trou. Il perd 3-2 contre Pixman. Donc il n'arrive pas à capitaliser sur sa bonne lancée. Il gagne contre Wallord. Mais derrière, il perd contre Pixman. Il se mange un 4-0 contre Bozo. Incroyable. 4-0 contre Duskaven. Non, vraiment, saison gâchée. Jusqu'au deuxième tiers, il est la 3e pire défense. 3e pire défense en ELF avec 19 touchdowns encaissés. Alors, ok, il est deuxième meilleur passeur, 17 passes, mais 17 passes et seulement 14 touchdowns de marqués, c'est pas possible, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a des passes qui ne se transforment pas en touchdown, et ça, c'est pas une équipe OELF qui perf. 22 touchdowns déjà d'encaissés à la 13e journée, c'est catastrophique. Il est le 3e pire sorteur jusqu'à la J10 avec 8 sorties seulement. Il se rattrape un peu, il est à 14 maintenant, mais c'est par exemple 2 fois moins que moi. Après, ok, ça reste du OELF, c'est normal. Il est le 3e plus fragile, c'est là que ça fait mal. Alors, il a 26 sorties subies, sorties OD, et sorties totales, il a 28 sorties subies, parce qu'il sort des joueurs tout seul aussi. Donc, et puis surtout aussi, il est le plus agressé. Il a déjà subi 10 agressions, et il était à 9 à l'issue de la 10e journée. Il est déjà à 10 agressions subies, donc vraiment on marche sur ces joueurs. On fait mal aux elfes, c'est normal. Les armures aux elfes, on aime bien quand ça craque. Donc voilà, il se rattrape bien en branche comme il peut. Il lui reste 2 matchs à jouer où il est en totale sécurité. Il n'a plus rien à jouer, sinon à faire progresser son équipe. Il a des adversaires qui sont à sa portée, Delphonix et EDLR. Il peut faire des trucs sympas. Il s'est marqué quand même, hein, même s'il ne marque pas beaucoup. L'équipe commence à progresser bien.
C'est comme Martini et Luix, ça peut faire quelque chose de sympa en chocolate, mais ce sera que la chocolate. Et déjà, question, est-ce qu'il voudra la faire parce que sa saison est ratée? Je pense que oui. Est-ce que ça ira loin? Oui, ça peut aller assez loin. Avec un effectif comme ça peut aller assez loin. D'ici à dire qu'il fait partie des favoris, ça non, ça je le dirais pas. Il y a des Bosk devant, il y a des mecs comme Bosk, il y a des mecs comme Imuserk qui sont bien loin devant en termes d'effectifs, qui performeront mieux que les OL de Nico en chocolate. Le Homme Lézard maintenant, le Homme Lézard c'est le roster kata de ce deuxième tiers et puis de toute façon de la saison parce que ça fait partie des gros rosters du championnat et là ils sont dans le dur, mais quand je dis dans le dur c'est plus que ça, ils sont vraiment, c'est la kata. Et Crouch ça fait partie de mes grosses déceptions, moi je le mettais en playoff up carrément, je me suis dit coach expérimenté, roster très efficace à la vitesse, ça ne peut que parfait. C'est le drame total, l'accident industriel. Il finit à 12 points à l'issue de la 10e journée, je lui donnais 14 points. C'est le drame, il est à 18 points aujourd'hui en 14 matchs joués déjà, donc de toute manière le playoff c'est terminé, les barrages c'est terminé. Il finit à une 39e place à l'issue de la 10e journée, il était 33e, donc il perd 6 places entre le premier tiers et le deuxième tiers. Vous voyez qu'il avait bien commencé, et puis après ça allait de mal en pis. Il a eu un petit sursaut d'orgueil, et puis de toute façon il a pas réussi à tenir la distance, et ça s'effondre jusqu'à la J12, J13, il voulait dans la 40e place. C'est terminé, c'est fini pour lui. Il a fait 2 victoires quand même et 3 défaites. 3 défaites horribles sur le deuxième tiers. Il perd 4-1 ici contre Ashram. Il se rattrape contre Courchevel et il rend l'appareil à son adversaire suivant. Mais après, il se prend... après, 3-0 quand même. Et il enchaîne avec un Wallard, d'où le sursaut d'orgueil. Mais derrière, Baba Yara, Funny Valentine, Imuserg, c'est que des défaites. Regardez, 1, 2... 3 défaites, même un abandon contre la Blatte. Il s'est dit, vu l'équipe de la Blatte, j'ai même pas envie de la jouer. Bim, au revoir, abandon. Ouais, c'est dommage cet abandon-là, de pas avoir voulu jouer ce match-là. C'est quand même... Alors, je dis pas qu'il y a eu des circonstances, effectivement, qui ont fait qu'il a pas joué, mais au moins, il aurait pu la mercenariser, son équipe. Il n'a pas voulu, abandon. Playoff terminé, merci, au revoir. Et derrière, voilà, il se rattrape un petit peu parce que quand même, encore une fois, je dis, ça reste du gros joueur. Donc dès qu'il y a le niveau qui est à sa portée, il capitalise là-dessus et il sait battre ses adversaires. Il gagne contre Delphonix, il gagne contre Monsieur Odin. Il lui reste Chouf, les zones de Chouf. Il n'a plus rien à jouer. Tout ce qui lui reste à faire, c'est de bien parfait pour espérer d'être en chocolate. Le problème de Crouch, c'est que il est à 15 sorties aujourd'hui. Il était à 10 sorties seulement. Donc, une sortie par match à l'issue de la 10e journée. En Homme Lézard, c'est pas possible. On ne peut pas parfait quand on fait que 10 sorties en 10 matchs. Il est à 15. Il s'est un peu rattrapé aux branches. Mais il en a pris 23 déjà dans la tranche. Il est en négatif en termes de sorties subies. C'est pas possible. C'est pas possible de parfait en Homme Lézard quand on a fait que 15 sorties pour 23 prises. Et ça se voit au niveau de l'effectif, il n'y a rien. Voilà, les Saurus ne sont pas compés. Il y en a 2 qui sont compés, le reste, il n'y a rien. Il y a un Croxy Guard, un Sking blocage, ok, et puis c'est fini. Voilà, c'est tout. Merci, au revoir. Bon, ok, il y a un Saurus blessé blocage, voilà, mais c'est pas une équipe qui est faite pour aller loin en chocolate. Donc je ne sais même pas s'il la jouera, la chocolate. Quoi qu'il en soit, là, l'équipe n'est pas faite pour aller loin, ça c'est sûr. Et puis Aplo, c'est l'autre paradoxe. Alors c'est le petit rookie, mais si on regarde bien son équipe, elle est mieux évoluée que celle de Crouch. Elle est mieux évoluée. Les Saurus sont tous compés, même un qui est triplement compé. Le Croxy garde aussi, mais même les skins, il y a plus de compes sur les skins de Aplo que sur les skins de Crouch. Et pourtant, Aplo, il n'y arrive pas. 13 journées jouées, 7 points seulement, donc beaucoup moins que Crouch. Et puis il était à 3 points à l'issue de la 10e journée. Moi, je lui donnais 7 points. Je me disais, en deuxième tiers, il va quand même faire quelque chose. Ça reste un roster fort. Et rien du tout. Il s'effondre. Il fait 5 défaites entre la J6 et la J10. L'effondrement total. Il fait que des grosses défaites. Il se rattrape sur le 3e tiers. Alors bon... Parce qu'il a un effectif quand même qui, ça y est, commence à prendre de l'expérience. Il se rattrape ici en 12e journée avec une belle victoire, surprise étonnante contre Kossus. Kossus qui a du mal sur la fin de saison, je le disais. Il fait un joli match nul contre Chouf ici à la 11e journée. Bon, ok, il perd ici un match. Allez, on va dire que encore une fois qu'il y a des valises qui ont circulé. Il perd ce match-là contre Imperator Day qui devait gagner pour aller dans le top 8. Il lui reste 2 matchs à jouer, du gros match par contre.
Team Kiss et Akhtar, à mon avis, ça va être compliqué ici. De toute manière, moi, je lui pronostiquais que 4 points à l'issue de la 15e journée, vu son tiers 2. Il fait beaucoup mieux, il fait donc 7. À mon avis, ça va se terminer à 7 points. Je pense qu'il va perdre les 2 matchs qui lui restent. Même si, encore une fois, la belle victoire surprise contre Kossuth permet de maintenir l'espoir, de faire quand même une fin de saison honorable. Après, le graphe parle pour lui-même. Il était 58e à l'issue de la 10e journée. Il était 52e, donc il perd 6 places par rapport à la J5. Progresse un tout petit peu grâce à sa victoire contre Kossuth, mais c'est totalement anecdotique. Et puis surtout, c'est au niveau des stats. Jusqu'à la J10, il est le pire marqueur avec 7 touchdowns de marqués seulement. Le pire sorteur, il était qu'à 7 sorties réalisées en 10 matchs. Il se rattrape un peu sur la fin de saison, mais il faisait partie des pires sorteurs du championnat. Pire destructeur avec seulement 8 points en facteur de violence parce qu'il agresse pas du tout. Bon, là, il a commencé à peine à agresser, mais il était à une agression jusqu'à la J10. Il était le moins riche avec 47 000 pièces d'or d'emmagasinés par match en moyenne. C'était le joueur le moins riche. Et puis surtout, c'est lui qui avait le moins d'XP. Alors ça a progressé, encore heureux, mais il était à 63 XP seulement, à la J10. 63 XP. Vous voyez que, allez, il a réussi à bien parfait entre la J11 et la J13. Ça y est, c'est plus la même équipe. Aplo, c'est plus la même équipe que celle qu'il avait. Forcément, quand vous faites 18 points contre des morts vivants de Kossuth, ça vous rattrape en un match. Vous faites un tiers de XP que vous avez fait entre la J1 et la J10. Un tiers d'XP pris sur un seul match. Et même là, s'il se fait dégommer par Imperator Day, il prend quand même, vous voyez, il prend 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13 XP sur une grosse défaite 3-1. Donc, à partir du moment où le Homme Lézard il commence à sortir du joueur, ça prend de l'XP et ça permet d'avoir une belle petite équipe pour la Chocolate. Magnifique. Après, encore une fois, Aplo manque d'expérience pour aller loin en Chocolate, mais ça peut passer un tour. Ça peut passer un joli petit tour en Chocolate pour espérer. Voilà. De toute façon, c'est tout ce qu'il reste à faire. Ce sera des matchs à élimination directe. Il a 2 matchs à jouer il n'a rien à perdre, tout à gagner. Et ce qu'il a gagné, c'est faire de l'expérience sur ses joueurs pour avoir une belle petite équipe et surtout protéger ses skinks. Et pour avoir une belle petite équipe pour le Chocolate. Et après, advienne que pourra, en Chocolate, ça peut donner tout et n'importe quoi, surtout avec les règles spéciales qui vont arriver. Alors, je ne sais pas qui organise la Chocolate cette année, mais on attend les règles spé qui vont arriver avec. Hein. En tout cas, voilà. Aplo, ça va être ça peut faire une belle surprise en Chocolate si maîtrise son équipe, parce qu'encore une fois, entre la J10 et aujourd'hui, son effectif, c'est quasiment le jour et la nuit. On continue avec les Nécromantiques. Les Nécromantiques, c'est l'autre roster dramatique, même si on va le voir qu'il y a un miracle qui s'est produit. Mais pas pour Azmogi et Pagnol. Malheureusement, pas pour Azmogi et Pagnol. Ils finissent la 10e journée à la 46e place. Ils étaient 43e, donc ils perdent 3 places carrément. Entre la J10 et la J5, et ils font 10 points seulement. Alors c'est exactement le nombre de points que je leur pronostiquais, 10 points, mais 10 points c'est pas suffisant pour espérer quoi que ce soit. Ils font une victoire, 2 nuls et 2 défaites entre la J6 et la J10. C'est pas fameux, hein, c'est vraiment pas fameux. Et le troisième tiers, ça se passe pas très bien. Ils auraient pu espérer encore faire... il aurait fallu qu'ils fassent carton plein pour espérer faire quoi que ce soit. Ils perdent direct en J11 contre Magus. Après, ils arrivent à gagner de justesse contre Melfios, mais Nabolo, le niveau et l'effectif est trop pour espérer faire quoi que ce soit. Puis après, il leur reste 2 matchs compliqués. Bosque et Scarabée, ça va pas être simple. Ils risquent de se faire dégommer l'équipe face à Bosque. Ils vont finir vraiment en roue libre, ils vont vraiment finir en dilettante de la saison. On va voir ce qu'ils vont faire en Chocolate s'ils y vont. Aujourd'hui, ils ont 14 points de prix, ils sont 44e. Voilà, de toute façon, ils ne peuvent plus rien espérer. S'ils font... le max qu'ils peuvent faire, c'est un match nul, une victoire, c'est le max. 18 points, c'est encore faisable, mais de toute façon, 18 points, ce sera totalement anecdotique. Après, ça peut faire un truc sympa en Chocolate, parce que l'équipe commence à peine à ressembler à quelque chose. Ça va se jouer sur le spectre Tech Châtaigne, soyons honnêtes. Si le Tech Châtaigne et puis les deux loups-garous font le boulot,
Ça peut aller loin. On sait bien que les nécromantiques, dès qu'il y a les matchs à élimination directe, ça perfe bien. Attention à Azmogi et Pagnol, mais en chocolate seulement. Ouais, ça peut être sympa au chocolate. Ça peut faire quelque chose. Alors encore une fois, ils font pas partie des meilleurs outsiders, hein, mais ils font partie de ceux qui peuvent aller loin. Après, là où le bas blesse, c'est 10 touchdowns seulement de marqués pour 15 d'encaissés, 12 sorties seulement en nécro pour 21 de subis. Ils sont dans le dur au niveau des stats essentiels, touchdown, sorties. C'est là qu'on voit surtout que la saison est gâchée. Hein. Ils étaient à 11 sorties seulement de réaliser à la J10. Ça veut dire qu'ils ont fait qu'une sortie en plus entre la J10 et la J13. Donc c'est la cata totale sur les stats pour Azmogi et Pagnol. Par contre, la grosse surprise, c'est Akhtar. Akhtar qui était au fond du trou. Et vous voyez, l'effectif est beaucoup plus évolué que celui de Azmogi et Pagnol. Là, il y a du gros joueur. Là, il y a du gros effectif. Il y a des gros méchants. Deux gros specs même. Garde châtaigne, garde tacle pour l'un et pour l'autre. Des loups-garous, blocage tacle, blocage châtaigne esquive. Ça, y va. Bon, il y a la faiblesse, c'est un golem de chair qui a que dalle. Mais là, tu as déjà blocage garde. L'équipe est là. L'équipe est solide. Et ça se voit au niveau des résultats. Akhtar. Petit sagouin, il était au fond du trou. Il était 36e à la J5. Il était même tombé à la 47e place en J7. Il était 40e. Il avait même perdu 4 places entre la 5e et la 10e journée. Il était au fond du trou. Et aujourd'hui, à la J13, il est playoffable. Incroyable résultat. Il fait 2 nuls, 2 victoires et une seule défaite sur le deuxième tiers entre la J6 et la J10. Et puis après les gros joueurs, encore une fois, ils sont là au moment fort et Akhtar, il fait partie de ceux-là. Il arrive à choper le nul contre Ashram, c'est pas donné à tout le monde. Il a la chance d'avoir Morrigan étant parti et Odin n'étant pas encore là pour reprendre l'équipe. Il arrive à avoir un abandon ici de la part de son adversaire. Et puis derrière, surtout, 2 gros matchs énormes. Il a déjà joué sa J14. 2 gros matchs, malgré tout, énormes contre Onefoni Valentine et Bozo, des adversaires directs, en tout cas pour Bozo, pour les playoffs. Je vous avais dit dans la vidéo précédente, le match le plus long de l'histoire, j'avais misé sur un nul. Non, il n'y a pas eu match. 3-0, il lui met à Bozo. 3-0, Bozo, il est dans le dur là. Alors que Akhtar, il se relance mais merveilleusement bien. Et puis surtout, voilà, il lui reste un match à jouer. C'est là-dessus la chance de Akhtar. Elle est là. Il y a des joueurs comme ça, ils sont chatards. Et Akhtar fait partie de ceux-là. C'est Aplo qui n'a pas l'expérience suffisante, même s'il a une jolie équipe, il n'a pas l'expérience suffisante pour empêcher Akhtar d'aller en playoff. Il est à 22 points, Akhtar. Il lui manque une victoire. 23 points, ce sera insuffisant. 24 points, il ne peut pas les faire parce qu'il reste un match. Donc, il peut faire soit 25 points T en barrage des playoffs, soit 23 ou 22, c'est pas suffisant. Donc, il faut gagner. C'est la finale. C'est son 32e de finale pour Akhtar. Et connaissant le coach, connaissant le loustic et connaissant son expérience du jeu, il va le faire. Il a un superbe goal average. Vous voyez, touchdown average, pardonnez-moi. Il est à plus 7 déjà. Même en termes de sorties, il fait 28 sorties. Donc, vous voyez, par rapport à un Azmogi Pagnol, il a presque 2 fois plus de sorties qu'eux. Il dépote. 23 sorties de subi. Ok, d'accord. Mais grosse équipe. Il est parmi les plus expérimentés. Hein. 180 points d'expérience déjà, l'équipe. Hein. Il était à 134 points d'expérience à l'issue de la 10e journée. Il est à 180. Ça se voit. Hein. Gros effectif. Et ça va jouer les barrages. Et encore une fois, dans les matchs à élimination directe, les nécros, attention à eux, ça peut aller loin. J'avais dit, tout au long de la saison, j'avais dit quel drame, les nécros, il n'y aura pas de nécros en barrage. Akhtar nous prouve le contraire. Alors là, c'est un sous-marin parfait. Il était, mais jamais il était au-dessus de la ligne de flottaison jusqu'à la J13. Incroyable ce qu'il nous fait là. Incroyable rattrapage du fan de Porto. Voilà. Et la morue, elle sort la tête de l'eau et je pense qu'elle va la garder la tête au-dessus de l'eau jusqu'en barrage. Et derrière, écoutez, et si ça se trouve, et si finalement les nécros allaient faire 3 fois de suite, victoire 3 fois de suite, parce qu'encore une fois, je me répète, mais les nécros ont match à élimination directe. Ça y va. Et là, l'effectif, il est monstrueux. Attention, l'étalon noir des barrages, il est peut-être là. Mais pour ça, il faut qu'il gagne contre Aplo. Aplo, toute la lutesse. Crois en toi. Je déconne.
On passe aux Minus maintenant. Alors Minus, c'est des unis représentés. Il y a les gobes d'un côté et les ogres de l'autre. Et bah, c'est deux destins croisés, mais deux destins totalement différents. Courchevel, il est dans le dur. Il est dans le dur et on voit l'équipe, il n'y a rien. Il y a deux trolls, ça y est, ils ont quelques compes. Mais derrière l'équipe, il n'y a que dalle. Il n'y a vraiment que dalle. Alors ok, il y a un Dumb Diver. Je ne sais pas qui lui a permis de sortir un Dumb Diver avec 7 de move. Bravo à lui, bravo. Mais de toute manière, c'est totalement anecdotique. Alors, ce sera sympa pour la chocolate, mais l'équipe, elle fait 8 points. 8 points à 14 journées. L'année dernière, le propre avait fait, je crois, 19 points avec des gobs. Donc, on voit que Courchevel, il est vraiment dans le dur. 2 victoires quand même, bravo. 2 victoires de prestige, mais 10 défaites déjà, ça fait mal. Ça fait très mal. Et c'est un deuxième tiers catastrophique où il fait un nul et que des défaites. Un nul contre Duda en 10e journée. Sinon, c'était que des défaites. Après, il se rattrape bien, il fait une magnifique victoire ici contre les cousins Pauvert de Yuxgul contre les orques de Yuxgul ici. Incroyable ce résultat de 2-0 où il défonce l'équipe de Yuxgul. Bon, après, ça perd. Derrière, ça perd. Et même contre Mamet, il arrive à tenir que le match nul. Non, il joue bien contre les orques. Il arrive à bien s'en sortir contre les orques. Mais contre les nains, par exemple, on savait que contre les nains, que ça allait pas être possible. Il finit la J10 à une 57e place, il était 54e, bon il perd encore 3 places par rapport à ce qu'il avait. Il progresse un petit peu, mais vraiment à peine, parce que encore une fois, il a gagné son match contre Yuxgul, ce qui lui permet de remonter un petit peu au classement, mais c'est totalement anecdotique. Il est aujourd'hui, comme je disais, à 8 points. Moi, je lui donnais beaucoup moins, je pensais qu'il allait vraiment s'effondrer totalement. Il me prouve le contraire, il me prouve que quand même, il sait maîtriser ses gobs contre vents et marais. Bon, il lui reste un match à jouer, c'est Imperator Day, malheureusement pour lui. Il va rester à 8 points à mon avis, parce qu'Imperator Day, il va non seulement pas lâcher les points, mais en plus, il voudrait que son équipe pexe le plus possible avant les playoffs. Donc, à mon avis, il va faire qu'une bouchée de Courchevel. On va voir juste les stars que Courchevel prend. Il aime bien le troll Bolgrot et Varag Majgoul. On va voir si on voit les deux face à Imperator Day. Il y a quand même il y a quand même un écart de team value énorme. Il y a 120 000, un peu moins de 120 000, 1 185 000 pour Courchevel. Et Imperator Day, il est à... Vous voyez, il y a plus de 500 000 points d'écart. Donc, on va voir quelle surprise nous prépare Courchevel. Mais je sens bien un Varag là. Je sens bien un Varag qui pop, sincèrement. Dans tous les cas, saison assez catastrophique pour Courchevel. Il est la pire défense. Il était à 25 touchdowns encaissés. Il est déjà à 31 touchdowns à l'issue de la 13e journée. Il était à 25 à l'issue de la 10e journée. Il était la 3e pire attaque sur le deuxième tiers avec 2 touchdowns de marqués seulement. Sur la saison, ça va, il est à 13, mais c'est pas non plus fameux. Il est 3e plus pauvre sur le deuxième tiers avec 49 000 pièces d'or en moyenne par match sur le deuxième tiers. C'est pas énorme, vraiment, c'est pas énorme du tout. Et il est le 3e le moins expérimenté sur le deuxième tiers avec 38 points d'XP seulement de réaliser. Après lui, il s'en fiche un peu des points d'expérience, mais il fait vraiment partie des équipes les moins expérimentées. Ça y est, Aplo lui est passé dessus. 86 XP seulement pour Courchevel, c'est vraiment trop peu. Alors encore une fois, c'est pas grave pour les Minus, mais bon, ça fait vraiment tâche. Alors il est à 0 agression subie, c'est bien, on n'agresse pas le gob. On n'a pas trop envie de se prendre le coup de bâton dans la tronche. Il s'en est pris une. Alors, je ne sais pas qui est le fou furieux qui lui a marché dessus, mais j'espère qu'il s'est pris le bâton dans la tranche en retour. Alors oui, après vérification, effectivement, le fou furieux, c'est Mamet. Il lui a fait une faute. Il lui a marché sur un Segob. Fallait pas parce que derrière, Courchevel lui fait mal. Un gobelin moins 1 en force. Un troll moins 1 en agilité. Faut pas marcher sur les gobs, Mamet. Faut pas marcher sur les gobs, ça se passe pas très bien après. Bon, Courchevel, voilà, et il lui reste à bien finir la saison et surtout espérer d'aller loin en chocolate. Mais bon, sur les matchs à élimination directe, les gobs, à part sur un lancer de gob avec son Doom Diver à 7 de move, faut pas qu'il se le fasse sortir celui-là. C'est tout ce qu'il peut espérer, c'est que son Doom Diver marche bien, mais à mon avis, ça ira pas loin en chocolate en réalité. Par contre, c'est pas la même paire de manches pour Poire Abricot. Poire Abricot, rappelez-vous, lors du multiplex, il a dit « Je suis venu pour gagner la Lutèce ». Et bah,
purée, il est en train de le faire, en tout cas, il est en train de se qualifier pour les barrages. Incroyable équipe. Alors, évidemment, vous savez comment on joue pour Abricot, il compte sur les stars, mais pourquoi pas, c'est dans les règles, il y a totalement le droit. Il compte sur 4, 5 maintenant bloqueurs ogre dont un Panther, et puis surtout avec sur Elrond son ogre magnifique blocage projection. Il est déjà à 11 sorties de réaliser. C'est pas le meilleur sorteur. Il était meilleur sorteur jusqu'à la J5, il s'est calmé après. Il s'est surtout pris à -1 en move, mais il le garde. Rappelez-vous du drame. On pensait qu'il allait se mettre à la retraite, puis finalement il le refait revenir dans l'équipe. Rappelez-vous du mélodrame, du mélodrame brésilien qui a eu, je sais plus, c'est peut-être durant le deuxième tiers de la saison, je sais plus à quelle journée exactement. En tout cas, Elrond est toujours là. Et pour Abricot aussi, 13 journées jouées, 23 points. 1 point et il est en barrage. 1 point, il est en barrage, il va le faire. Honnêtement, il va le faire. Moi, je lui donnais 16 points à l'issue de la 10e journée. Il a fait exactement ce que je pensais, 16 points. Bravo à lui. Il est playoff-able depuis la 4e journée. C'est ça qui est incroyable. Avec des ogres, playoff-able depuis la 4e journée. Il était 18e à l'issue de la 10e journée. Il avait un petit peu perdu parce qu'il était monté jusqu'à la 12e, voire la 10e place. 12e place à l'issue de la 5e journée. Il perd 6 places. On va dire qu'il maîtrise. Il maîtrise son deuxième tiers, il fait une victoire, 3 nuls, une défaite. Belle progression avec des matchs parfaitement maîtrisés. Baba Yara ici, il perd étonnamment contre Mohamed, mais après il maîtrise contre du gros joueur, contre du Sopek, contre du Martoni, contre du Dritz. Tout ça, c'est des matchs nuls. Et il finit en beauté. Une victoire, 3-1, il marche sur ses beaux tonneaux, et 2-1 sur Garden le champion. Il ne les respecte pas, il leur marche dessus, il marche sur un joueur de l'équipe de France et sur l'ancien champion de la Lutèce. Il leur marche dessus. Et surtout, la fin de saison, elle est pour lui. Elle est pour lui. Aredel et Eddy, il peut les dégommer. En tout cas, ils n'ont pas l'équipe pour contrer un Griff Oberwald. Et pareil, Imuserg, très bel effectif. Mais c'est que des Amazones. C'est que des Amazones face à 5 ogres, plus certainement un Racine Dutronc et un Griff Oberwald. Encore une fois, il lui reste 2 matchs à jouer, il manque 1 point pour être en barrage. Alors, il ne sera pas dans le top 8. Honnêtement, il ne sera pas dans le top 8. Il est à 23 points. S'il fait 27 points, 28 points, une victoire, un nul, c'est le max. 28 points, ça lui permet d'assurer une belle place en barrage. Ça ne lui permet pas d'être en top 8. Mais bon, magnifique parcours de la part de Poire Abricot. J'y croyais pas du tout. Moi, je pensais qu'il allait finir à 18 points la saison. Il me démontre que j'avais totalement tort. Honnêtement, la surabusation alors, vous voyez le nombre de retraités, peu importe, mais la surabusation de Griff Oberwald est quand même assez incroyable. Incroyable cet abus de Griff. Bon, après, pourquoi pas. Par contre, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que à la Lutèce, on ne va pas augmenter un petit peu son prix ? Parce que c'est bien de faire ça. Si on fait ça chaque année, si tout le monde fait ça chaque année, ça risque quand même de devenir un petit peu... C'est ma petite critique, c'est que ça risque de devenir un petit peu trop usuel ou trop style de jeu optimisé, trop optimisé. On sait très bien que les champions au Blood Bowl, les champions stars, elles coûtent un petit peu pas assez cher en tout cas. Elles sont un petit peu mal optimisées. On le sait pourquoi, on va pas revenir dessus, mais on sait tous très bien pourquoi les stars coûtent si peu cher dans les règles. C'est une des raisons pour laquelle lors des tournois, des stars comme Griff, des stars comme Morg, comme Racine sont carrément parfois interdites. Ou alors on augmente leur prix, ou en tout cas on met des malus pour qu'ils soient moins pris. En tout cas, pour Abricot, il en a bien profité, il est en play-off, il est en barrage. Après, ça ira pas loin, soyons honnêtes. C'est déjà énorme d'avoir qualifié des ogres en barrage, c'est déjà un exploit en soi. Ça ira pas loin. Un moment ou un autre, le Griff, il va se prendre un châtaigne tacle sur le rable et on n'en parlera plus. Après, on l'agressera, merci, au revoir. Et sans Griff, l'équipe, il n'y a plus rien. Soyons honnêtes, il n'y a plus rien. Mais bravo à Poire Abricot d'avoir réussi l'exploit, d'emmener les ogres en play-off. Énorme. On passe aux agiles, au roster qui déçoit le plus en vrai. Les agiles, c'est un roster 2 fois une représenté, c'est-à-dire il y a 2 équipes qui ne sont pas exactement du même roster, mais qu'on a rassemblé en un seul. Les elfes d'un côté et les bas-fonds de l'autre côté. On commence par Pixmen.
Kata, saison Kata, on le pressentait, hein, saison Kata pour Pixman. Après, l'équipe commence à être jolie et il commence à gagner des matchs. Enfin, il se réveille sur le 3e tiers, mais c'est évidemment trop tard. Belle équipe. Rappelez-vous que l'année dernière, l'Union Elphick a gagné la Chocolate. Ça peut aller loin, ça peut faire partie des outsiders. Pixman, c'est un joueur vétéran. Outre le fait qu'il soit excellent peintre, magnifique peintre, c'est un joueur excellent. Et ça y est, l'effectif est beau. L'effectif est fait pour aller loin. Le problème, c'est la saison. Il est à 12 points seulement. Il se réveille, mais il était à 5 points à l'issue de la 10e journée. 5 points, il avait 0 victoire. 0 victoire. Moi, je lui donnais même 4 points. Il a fait un petit peu mieux. Mais vous voyez, il était 54e. Il gagne 2 places parce qu'il était même 56e à l'issue de la 5e journée, donc c'est pas mal. Il maîtrise, il fait 3 nuls, 2 défaites. Alors en vérité, dans les 3 nuls, il y a quelques matchs qu'il a mercénarisés parce que pour des raisons perso, il ne pouvait pas les assurer. J'ai assuré le match nul ici contre Red Lady, j'aurais même pu gagner, ça s'est pas joué à grand chose. La victoire en J11 contre PJ, c'est Laertis qui l'a fait. Première victoire pour l'équipe des défis fantastiques, c'est le mercenaire Laertis qui l'a fait. Et derrière, magnifique victoire de Bixman contre Nico, 3-2 dans un match OELF contre Union Elphick qui a dû être vraiment très impressionnant au niveau des actions, tout simplement. Et il a réussi à arracher un match nul contre Kral et JC. Il les met dans le dur, Kral et JC, parce que, à mon avis, c'était un match que eux avaient coché comme une victoire dans leur calendrier. Bah non, parce que Pixman, encore une fois, commence à avoir un joli effectif. Et les Elfes Pro ou l'Union Elphick, sur la fin de saison, sont très chiants à jouer. Et ça a dû pas être facile. Après, le truc, c'est qu'il a du gros joueurs qui sont là. C'est des gros joueurs, Nabolo et Alaric. Ils voudront faire le max de points pour être le mieux placé au classement durant les playoffs. Hein. Aussi bien Nabolo qu'Alaric, ils sont en top 8. Donc, eux, ils voudront avoir la meilleure place pour avoir le moins d'adversité dans les matchs à venir. Donc, à mon avis, ça sent quand même deux défaites. Alors, pas grosses, mais 2 défaites contre Nabolo et Alaric. Je pense que là, il est à 12 points. Il fera pas mieux. De toute manière, moi, je lui donnais 9 points. Donc, il fait déjà mieux que le prono de Duda à l'issue de la 15e journée. Il fait déjà mieux. Il fait 12. De toute façon, c'est anecdotique pour Pixman. Faut que juste qu'il préserve ses joueurs avant les playoffs. C'est tout ce qui compte avant les playoffs. Avant la chocolate, vous m'avez compris. Il est 2e meilleur passeur sur le deuxième jusqu'à la J10 et il fait 17 passes. Par contre, il est 4e pire sorteur. Enfin, c'est anecdotique. Il était à 10 sorties seulement. Il est à 13. Ce sera un des pires sorteurs du championnat. Et puis surtout, 13 touchdowns de marqués seulement. C'est pas raisonnable. C'est pas bien. L'Union Elphick, elle doit être à beaucoup plus. Normalement, elle doit être à beaucoup plus. C'est une équipe qui sait marquer des touchdowns. Certes, ça n'a pas une très belle défense. Et il nous le prouve. Par contre, il doit être mieux en termes de touchdowns marqués, d'où les résultats catastrophiques pour Pixman. Après, encore une fois, ça peut être un gros challenger, un gros outsider pour la chocolate. Yeti, c'est une saison catastrophe. C'est une saison vraiment catastrophe. Et pour moi, le meilleur symbole de cette saison catastrophe, c'est son Blitzer Scaven. Blitzer Scaven, c'est avec le gutter, c'est le joueur clé de l'équipe. Griffe, ok. 2 têtes, bon, pourquoi pas. Blocage multiple. Voilà, c'est le symbole de l'équipe, le symbole de la déchéance, de la décrépitude des bas-fonds. Pourtant, un des rosters les meilleurs à la Lutèce, hein, ça reste du Scaven, avec du Minus, mais ça reste du Scaven. Vous voyez comment les Scaven perfent. Et ben avec des bas-fonds, on perf autant, voire mieux qu'avec des Scaven, parce qu'on a du Minus qui peut se faufiler un peu partout, qui peut faire vraiment des trucs sales aux adversaires. Bah, Yeti, il n'y arrive pas. Ou alors, il ne sait pas les jouer. En 13 matchs, il fait 4 points. Une victoire, un nul. Et 11 défaites. C'est pas possible. Rappelez-vous, il y a 2 saisons, quand les bas-fonds étaient joués, ils étaient dans les top. Ou il y a 3 saisons, je ne sais plus. Il y a 2 saisons. Ils étaient dans les top des meilleures équipes. Là, c'est le drame total pour Yeti. Il fait 5 défaites sèches entre la J6 et la J10. Et rien ne va plus après. Il fait que des défaites aussi entre la 11e et la 13e journée. Et puis contre des adversaires il aurait pu espérer quelque chose. Scarabée, ne me dites pas qu'il n'aurait pas pu espérer un nul. Ok contre Zaiko, ok contre Lucky Day Squeeze, contre Denain, je veux bien.
Mais il y a des matchs où il aurait pu espérer mieux. Pedro, par exemple, où il perd. Ici, contre la Blatte Maladorante, où il perd. Il aurait pu espérer tellement mieux que ce qu'il a fait jusque-là. Et surtout, c'est catastrophique au niveau des stats. Il était 56e. À l'issue de la 10e journée, il est maintenant 58e. Il était 48e, c'était sa meilleure place, quasiment sa meilleure place au championnat. Il perd 8 places au classement entre la 5e et la 10e journée. Donc vous voyez, c'est vraiment la descente aux enfers. Et puis surtout au niveau des stats, 58 sorties subies déjà. Il était à 50 sorties subies à l'issue de la 10e journée. C'est le pire résultat de l'histoire de la Lutèce. C'est le joueur qui s'est fait sortir le plus de joueurs, même par rapport aux autres bas-fonds, même par rapport à des Snotling de l'année dernière, même par rapport à des saisons où l'Union Elfique se faisait dégommer leurs équipes. Il a 58 sorties subies. C'est abracabradantesque. C'est dantesque, ouais. En plus, il est deuxième pire public avec 3000 supporters par match en moyenne seulement. Troisième le plus pauvre avec 50 000 pièces d'or en moyenne par match. Il n'y a rien pour lui. 9 touchdowns de marqués, 28 déjà d'encaissés. Le drama complet. Et le drama va continuer parce que derrière, il y a des joueurs qui arrivent, qui ont faim des playoffs, qui ont faim des barrages. Sobek et Dritz, ils ne lâcheront rien. Ils vont le dégommer. L'équipe, il va plus rien en rester après que Sobek et Dritz lui seront passés dessus. On va voir juste s'il garde le Raogre, Juggernaut Griff. Il compte là-dessus pour dégommer l'équipe, mais il a qu'à 6 sorties son Raogre. Il a fait que 6 sorties, c'est ridicule, c'est pas énorme. Il a commencé à camper que vers la fin du championnat, donc il n'y a rien, l'équipe, il n'y a rien, c'est le néant pour Yeti. Et donc, il symbolise la saison ratée des équipes agiles. Évidemment, ce n'est pas une équipe qui ira loin en chocolate. Le symbole, encore une fois, c'est le blitzer blocage multiple, quoi. Allez, on finit cette vidéo par les polyvalents EDLR en Norsk d'un côté, Pedro Larragne, on garde les plus beaux pour la fin. Pedro Larragne en noblesse impériale de l'autre côté. Alors EDLR, nouveau joueur, très étonnant. Moi, je ne m'y attendais pas. Il fait un très beau parcours. L'équipe est bien. C'est pas génial non plus. Ça compte sur un joueur, la Valkyrie, blocage esquive, prise sûre. Très beau joueur, mais s'il perd ce joueur-là, il n'y a rien derrière. Il n'y a surtout pas de Yeti. Et là, je suis très étonné qu'il ne joue pas de Yeti du tout. Parce que on enlève la Valkyrie, il n'y a plus rien. Les Ulveners, ils ne sont pas compés du tout. Les Berserkers, il y a Châtaigne, un garde, mais ce n'est pas fameux. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose pour protéger l'équipe. Il fait un beau parcours. Il a 18 points à l'issue des 13 journées. Sur un malentendu, ça peut faire 24 points, ça peut être en barrage. Attention, EDLR n'a pas dit son dernier mot. Surtout qu'il nous a prouvé qu'il sait jouer, qu'il savait jouer. Il fait un beau parcours, il était même 12e à l'issue de la 9e journée. Il finit à la 22e place à l'issue de la 10e journée. Il finit à 16 points. Moi, je lui donnais beaucoup moins. Je pensais qu'il allait faire que 7 points et je pensais qu'il allait s'effondrer vu son début de saison. Vous n'allez pas me dire que, vu son début de saison, on pensait qu'il allait parfait. Il s'est très bien rattrapé par la suite. Il était 28e à l'issue de la 5e journée, il finit 22e, donc il gagne 6 places. Il les gagne en faisant 3 belles victoires et 2 défaites quand même. Bon, après, les défaites, c'est contre Garden et contre Dritz. Donc voilà, des gros vétérans. On peut dire que c'est tout à fait honorable de sa part de n'avoir perdu que par des petits scores. Et derrière, quand même, il gagne contre Galadjin, un des meilleurs joueurs cette année. Il gagne contre Aplo, il gagne contre l'équipe des SSB. Donc, non, il nous montre qu'il sait parfaitement maîtriser son roster. Le problème, c'est qu'encore une fois, on enlève la Valkyrie, il n'y a plus grand-chose. Et ça se voit sur la fin de saison, il s'effondre un petit peu, malheureusement pour lui. Il était en barrage déjà. Et ouais, mais dans le Money Time, malheureusement, ça manque d'expérience, ça manque de banc quand même, ça manque de profondeur. Match nul contre Sid seulement, grosse défaite contre Azrag et Slad Mortis, on s'y attendait. Match nul seulement contre Laertis. Il lui reste 2 matchs, 2 finales. Nico, où il peut s'en sortir. Et puis après, il va falloir arracher le tout contre le Liquid et Squeeze. Le problème, c'est que le Liquid et Squeeze également doivent tout gagner. Donc, s'ils font match nul tous les deux, enfin tous les 3, parce que c'est une doublette, s'ils font match nul tous les 3, c'est foutu pour l'une et l'autre des équipes. Et celle qui gagne rigole, elle est en barrage. Celle qui perd pleure parce qu'elle est en chocolate. Ça va être un match à suivre, un match de dingue, un match
haute intensité, je pense, un des gros matchs de la 15e journée. Et vous voyez la difficulté en Norsk, c'est qu'il fait que 13 sorties. Il était à 11 sorties à l'issue de la 10e journée. Il est à 13 sorties seulement pour 22 sorties subies. Bah ouais, ça manque de Yeti, ça manque de banc, ça manque de punch, de frappe, ça manque d'agressivité. L'absence de Yeti, à mon sens, risque d'être préjudiciable. Et vous voyez, 87 XP, bon ok, on rajoute les 8 XP du joueur blessé, c'est insuffisant. C'est une des équipes les moins expérimentées du championnat. Il était à 93 XP à l'issue de la 10e journée. C'était vraiment une des équipes les moins expérimentées du championnat. Et là, il n'était pas dans les derniers, mais il était parmi les 10 plus bassement expérimentés, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ça va être très compliqué. Il lui reste 2 finales. Il faut qu'il gagne les 2 matchs. À mon sens, ça ne le fera pas. Moi, déjà, s'il fait 21 points, s'il fait une victoire ici contre Nico, à mon sens, il le perdra son match contre le Liquid Squeeze. C'est comme ça que je le projette. C'est comme ça que va le prono. Donc 21 points, ça sent la chocolate malgré tout. Et en chocolate, encore une fois, sauf à ce que il pexe comme un goret, mais en chocolate, à mon sens, l'équipe est pas assez expérimentée pour aller loin. Mais belle saison quand même. Belle première saison. Il aura lutté jusqu'au bout pour être en play-off. Et après, encore une fois, il peut créer l'exploit. Il faut qu'il gagne les 2 derniers matchs. Ah, et on finit par les 2 plus beaux, les 2 plus nobles. Bah oui, il joue Noblesse Impériale. La Reine, évidemment, et Maître Tac Tac. Pedro, le créateur, l'un des fondateurs de la Lutèce. Ah, saison compliquée, j'avais dit que ça allait être dur. Et ils luttent, hein, ils ont l'expérience. Pedro a gagné 2 fois la Lutèce déjà, la Reine 1 fois, avec Pedro d'ailleurs. Ils luttent, hein, mais regardez l'équipe, il n'y a rien. Il est vraiment très peu expérimenté, il n'y a rien. Il y a un lanceur prise sur chef, super. Et surtout, les blitzers nobles, ils ne sont pas assez expérimentés. Il y a un avec Skive, un avec Tacle. Normalement, en cette partie de la saison, ils auraient dû avoir déjà au moins 2, voire 3 compétences chacun des blitzers. Wow, c'est dur. Ils sont à 17 points. Ils n'ont plus leur destin entre les mains. 17 points en 13 journées. Même s'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, ils seraient à 23 points. 23 points, à mon sens, ça va être trop juste. Trop juste, surtout vu leur goal average. Vous voyez, ils sont qu'à 12 touchdowns de marqués pour 18 prix, ils sont à -6. -6, franchement, même si ça se joue à 23 points la qualif, -6, c'est pas possible. Il y aura d'autres coachs qui seront à un goal average beaucoup mieux qu'eux, en tout cas bien positif, alors qu'eux, ils sont dans le négatif, ils sont dans le dur. Ils luttent, hein. Honnêtement, ils luttent, mais ils n'ont pas le destin entre leurs mains. Le début de saison était très bien, était magnifique, mais après, voilà, l'adversité fait que la noblesse impériale, ça a du mal. Ils finissent à la 32e place, vous voyez que ça c'est les montagnes russes, hein. Ils descendent, ils remontent. Ah, c'est des gros joueurs, c'est des vétérans, donc ils essayent, mais l'adversité est là. Ils étaient 29e, donc ils ont même carrément perdu 3 places entre la 5e et la 10e journée. Ils font un deuxième tiers, mi-figue mi-raisin, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, 2 grosses défaites. 7e journée contre Nabolo, 4-0. 4-0, ça fait très mal. Et évidemment, le 3-0 contre Pedro contre son frangin Nicap, 3-0, ça fait très mal. Ils ont une J6 et une J7, mais abominable. C'est ce qui les fait tomber dans le trou. Après, ils redressent la barre et ils redressent la tête, mais à mon sens, ça va être trop tard. Encore une fois, ils ont 2 finales à jouer. Là, sur le 3e tiers, ils redressent un peu la barre. Ils gagnent étonnamment, mais magnifiquement contre Red Lady. Et après, ils s'effondrent contre Manu et ils s'effondrent contre Alaric. À mon avis, ils perdent la saison sur ces 2 matchs-là. J12, J13, ils perdent la saison parce que même s'ils gagnent, vous voyez, l'adversité est là, mais c'est des joueurs à leur portée. Aussi bien Wallard que Bosk, c'est des joueurs contre qui ils peuvent gagner. Aucun des deux ne joue quoi que ce soit. Ni Wallard ni Bosk ne joue les playoffs. Bosk, tout ce qu'il veut, c'est finir Bachelor, et à mon avis, il le finira. Mais bon, il peut laisser Pedro et la Reine gagner. Mais même s'ils gagnent ces 2 matchs-là, encore une fois, ils vont pas gagner 3-0 à chaque fois. Donc, ils seraient à 23 points et avec un goal average, touchdown average aussi négatif, ils vont être quoi ? Au mieux, ils vont être à 0. Au mieux, ça veut dire qu'ils font 3-0 à chaque fois. Qu'ils font 3-0 contre Wallard, 3-0 contre Bosk. Déjà, il faut qu'ils les sortent. C'est 3-0. Et s'ils font 3-0, ils sont à 0. Ils sont à un goal average égal. Et là, il y a des coachs qui sont mieux placés qu'eux, qui ont un bien meilleur goal average. Donc, même si ça se joue à 23 points, malheureusement, Pedro et la Reine n'ont plus le destin entre leurs mains.
Puis surtout, 24 sorties déjà de subies. Ils étaient à 26 blessures subies, 26 blessures au total de subies, même avec les agressions et tout. À l'issue de la 10e journée, l'équipe, elle se fait dégommer. Elle se fait dégommer, ça se voit. Ils ont perdu 2 gros joueurs, un blitzer, un garde du corps, 2 gros joueurs. Et c'est là que le bas blesse. D'ailleurs, on le voit, perte en J4, perte en J7, d'où les très mauvais résultats dans le ventre mou du championnat. Ici, entre la J6 et J7, c'est là que ça... Voilà, que ça s'est joué. Première déchéance ici, J7, deuxième déchéance, J12, J13, où là ils perdent beaucoup, ils perdent gros. Et malheureusement pour moi, ça sent la chocolate. Et pour la chocolate, encore une fois, c'est pas un roster facile à jouer, c'est un roster chiant, c'est un roster pot de colle pour l'adversaire, mais il sera pas suffisamment efficace pour qu'ils aillent loin, en tout cas qu'ils gagnent. Pourront peut-être aller loin parce qu'il y a l'expérience, n'oublions pas que c'est Maître Tac-Tac qui gère l'équipe, mais pour gagner la chocolate, ça va être très très compliqué pour Pedro et la Reine. En tout cas, ils ne font pas partie des favoris pour celle-ci. Encore une fois, il y a des Imuserg, des Bosque, voire des Pixmen qui sont bien mieux compés que eux et qui ont l'expérience suffisante pour aller très loin. Aussi, Alchemy et Ankh-Morpork, n'oublions pas, c'était les premiers dont on a parlé. Très grosse équipe aussi, très gros effectifs, Alchemy et Ankh-Morpork, qui peuvent aussi aller très loin. Et voilà, j'ai tout dit ce que je voulais dire, j'ai critiqué comme il fallait, j'étais mauvaise langue, j'étais vraiment un sagouin pas possible, mais je ne dis que la vérité, et surtout je n'ai dit que ce que tout le monde pense, parce que moi quand je joue mes matchs, j'écoute à droite, à gauche, j'écoute ce qui se dit, j'écoute ce qui se raconte, je lis les forums, je lis les Discord, je lis les discussions sur WhatsApp, et je sais que les Lutétiens s'aiment tous, mais qui se veulent du mal, sur le terrain, évidemment, uniquement sur le terrain. Ils se veulent du mal les uns les autres. On le sait très bien. Et c'est comme ça qu'on aime notre ligue. Et c'est pour ça qu'on la joue. En tout cas, je vous mets ici ceux que je pense seront playoffables d'ici la 15e journée. Vous allez voir que par rapport en début de saison, je ne me suis pas trop trompé. Enfin, je me suis un petit peu trompé. Il y a des coachs que je ne voyais pas à ce niveau-là. Sincèrement, les Galadjin, les Scripting Keys, je ne les voyais pas là. Il y a forcément toujours des surprises. Et d'autres qui m'ont énormément déçu, commençant par Crouch, SSB qui a arrêté de jouer son équipe, les Bosque que je voyais mieux, les Ared et les Eddy, je voyais mieux. Martinier Luix aussi, je les voyais en playoff. À mon sens, ils ne seront pas. Les Seeds aussi, rappelez-vous, l'année dernière, il fait une superbe saison. Il a repris les Elfes Noirs. Je pensais qu'il allait bien parfait cette année. Il ne le fait pas non plus. Donc, et puis d'autres qui jouent leur vie, comme Doug Grodznik, comme Akhtar. Ça va se jouer à pas grand-chose. Moi, je les avais mis parmi les playoffables. C'est pas sûr qu'ils y soient. Tel que moi j'ai pronostiqué, attention, le tableau que je projette là, c'est tel que moi je l'ai pronostiqué à l'issue de la 15e journée. Ce ne sera pas sur ce tableau-là, évidemment. Là, ce ne sont que mes pronostics. Je vais me gourer dans ces pronostics-là. On voit déjà que moi, dans mes pronos, je n'avais plus mis Akhtar à l'issue de la 10e journée. Il y revient, alors que je l'avais mis en début de saison, je l'avais mis parmi les playoffables. Je l'ai sorti des playoffs, je l'ai descendu de quelques tiers parce qu'il a vécu une saison cauchemardesque jusqu'à la 10e journée. Puis là, il revient au galop et donc, encore une fois, mon prono final va être foiré alors que mon prono initial était bon. Enfin, peu importe, quoi qu'il en soit, on voit bien que j'ai quand même des gros coachs. J'en ai 15 qui sont quasiment sûrs d'être en playoff. On verra pour le reste. Il va y avoir des belles surprises. On verra ça de toute façon à l'issue de la 15e journée. Et puis, on se retrouve, lorsque les playoffs seront lancés, on se retrouve pour refaire des analyses de la saison globale, de la saison entière. Et on fera évidemment la remise des prix, la remise des Grammy Awards, des Oscars, avec le prix des meilleurs marqueurs, le prix du Bachelor, le prix du Crampon d'Or et évidemment, le prix du meilleur chasseur. Et là, aujourd'hui, je vous ai dit et je vous ai promis, il y aura un prix spécial pour le meilleur chasseur. Mais je garde toujours la surprise. Elle est prête. Je ne la montre pas. Je garde la surprise. Ah, je vous fais saliver parce que la J15 n'est pas terminée, la J14 et la J15 ne sont pas terminées. Il y a encore des places à prendre. Bosque est premier, mais il n'est pas safe. Je rappelle, ça se joue jusqu'à la J15. Bosque n'est pas safe. Donc, allez-y les gars, agressez, sortez-moi du gros dé. Il y a encore de l'espoir. Sinon, le prière à Bosque, c'est très bien aussi, c'est merveilleux. Il l'aura mérité, le petit Bosque. Mais si c'est pas Bosque, c'est très bien aussi. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Allez, à la prochaine dans des nouvelles aventures de l'After Lutèce. Là, c'est l'émission qui dit tout haut ce que les Lutétiens pensent tout bas.
That's us, we